Là, je suis au niveau d'une des entrées de la forêt de Montmorency et je voulais vous montrer un endroit en particulier. Qui veulent venir, c'est beaucoup plus accessible à pied qu'à vélo. À vélo, c'est pas évident parce que y a eu pas mal de pentes, pas mal de boue et des endroits pas très accessibles. En tout cas, pas facilité au niveau des vélos. Mais quand on est à pied, c'est super, c'est parfait. Donc là, je me trouve pas loin des principales entrées de la forêt de Montmorency. J'ai trouvé un endroit où énormément d'arbres ont été abattus, coupés. Il y avait écrit que c'était une châtaigneraie. En fait, la forêt principalement regorge de châtaignes. Mais cet endroit-là est vraiment marquant. Je ne sais pas si les arbres coupés sont des arbres morts déjà, et donc ils les coupent pour éviter que ce soit dangereux et qui tombent au fait, sur des personnes. Ou alors c'est pour l'exploitation. Celui-là par exemple, je ne sais pas si c'est un châtaignier. Mais donc voilà, cet endroit est vraiment très très spécial. Et ça continue encore jusqu'au bout, là-bas. Donc voilà, les forêts souvent en Île-de-France et partout ailleurs, ce sont des forêts d'exploitation du bois principalement et pour diverses activités, que ce soit la construction. Je crois que les châtaigneraies, comme c'est du bois vraiment solide, c'est plutôt pour les charpentes, c'est aussi pour de la vannerie, mais principalement vraiment pour les structures et la charpente. Donc c'est réputé pour avoir une très longue longévité, une très grande durée, et aussi c'est connu pour sa dureté. C'est ce qu'on utilise dans les constructions principales. Et cet arbre est vraiment magnifique. Il est très grand. Souvent, je m'intéresse pas trop au nom des arbres, mais celui-là, il est vraiment impressionnant. On ne le voit pas trop à l'image. Bien sûr, on le voit moins à l'image, mais il est vraiment impressionnant. Et là, il y a un petit chemin secret, comme je les aime. J'aime bien les petits chemins comme ça, parce qu'on ne sait jamais là où ils nous mènent. Et souvent, les petits chemins étroits où personne ne va, c'est souvent là qu'on découvre pas mal de choses encore inexplorées. Alors que les grands chemins explorés par tous, parfois sont moins intéressants, du moins pour ceux qui veulent explorer des nouveautés ou des choses qui ne sont pas trop imprégnées de l'homme. Il y a 3 forêts principalement qui se trouvent pas loin les unes des autres. Celle-ci, celle de Montmorency, donc il y a la forêt de Montmorency, il y a la forêt de l'Isle-Adam qui est juste à côté, enfin pas très loin, et la forêt de Carnel. 3 forêts domaniales qui sont bien évidemment exploitées, aménagées et qui sont assez facilement accessibles. Donc c'est ce que j'apprécie, c'est une des choses que j'apprécie quand je vais explorer des petites choses, des petits endroits en région parisienne. C'est toujours les endroits comme ceux-ci qui sont encore entre guillemets préservés, bien que exploités. Mais au moins c'est des endroits qui nous font sortir en quelque sorte
de l'énergie des villes, de la pollution et des nuisances visuelles, sonores. Et je vais continuer ma petite exploration. Alors j'ai remarqué que chaque personne a des endroits pour se ressourcer, des endroits ou des situations. Par exemple, forcément, les meilleurs endroits pour se ressourcer, pour on dit reconnecter à soi, mais disons pour faciliter cette reconnaissance, cet apaisement de l'esprit, cette reconnexion avec la terre, les éléments naturels, plutôt que d'être toujours à l'extérieur, eh bien certaines personnes ont des préférences pour certains éléments. Parfois même ça peut être des endroits connus, ça peut aussi être la famille, des amis, des personnes. Ça pourrait être également des activités méditatives, la peinture, des activités manuelles, la fabrication d'objets, etc. Ces endroits et ces moments sont très 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 importants au cours de l'existence et du développement de l'être humain. Souvent on attend, ou bien certaines personnes attendent d'être totalement en déséquilibre pour pouvoir se rééquilibrer, pour pouvoir se recentrer sur l'essentiel. Et ce, quelle que soit notre situation. Que l'on ait des activités intenses extérieures, en fait, l'équilibre de l'être humain ne peut se faire que par l'équilibre de l'activité et repos. Et le repos, ça peut être sous toutes les formes. Je ne parle pas uniquement du sommeil, mais je parle d'activités méditatives. Et ce, souvent, pour favoriser en fait la permanence, du moins l'essai de la permanence d'un état méditatif. Puisque l'objectif, ce serait de maintenir un état méditatif, donc par plusieurs moyens, en permanence. Et c'est cet état qui nous permet d'être mieux à même de fonctionner en tant qu'être humain optimal et de prendre des bonnes décisions, des décisions adéquates selon les situations dans lesquelles on se trouve. Souvent, lorsqu'on est dans un système soit de survie, soit toujours à l'extérieur, ça ne peut pas fonctionner à terme. Mais de toute façon, on le voit, je pense que tout le monde a dans son entourage des personnes qui se sont tuées à la tâche. Pourquoi faire pour être malade. Et puis vous connaissez aussi les systèmes de burn-out. En gros, des personnes n'ont pas su gérer les éléments intérieurs face à des situations dites stressantes. Les situations stressantes, entre guillemets, peuvent toujours être gérables. Des personnes peuvent très bien gérer des situations plus ou moins dites stressantes et d'autres moins, parce qu'elles arrivent plus, non pas à maîtriser la situation extérieure, mais plutôt leur situation et leurs éléments internes.
que ce soit en termes émotionnels et ou mental. Et souvent, les deux vont de pair. Le triangle est la structure de base de tout maintien d'habitat. C'est le plus facile, vous avez juste besoin de 3 points. Voilà, pour ma part, je sais que les éléments naturels, que ce soit forêt, montagne, eau, tous ces éléments naturels sont très importants, ont toujours été très importants dans l'équilibre psychologique, étant donné que la solitude et l'introspection font partie intégrante de mon mode de fonctionnement. Et ça, en tant qu'être humain, aussi en tant que femme, je l'ai compris au fur et à mesure des expériences, mais aussi par rapport aux expériences d'autrui. Et puis toutes les choses que je voulais explorer, découvrir, etc., je n'aurais jamais pu effectuer ce que j'ai effectué si je n'avais pas mis en place des systèmes, des pratiques qui me permettent de maîtriser au mieux les éléments intérieurs et puis de connaître les besoins, mes besoins essentiels selon les phases dans lesquelles je me trouve. Nous allons à l'encontre des cycles naturels, puisque la société, du moins socio-économique, est fondée sur une déconnexion totale de l'être humain en tant que faisant partie de la nature. Donc il y a d'autres règles de fonctionnement qui ne sont pas du tout ou très peu en accord avec l'être biologique, naturel et être vivant que nous sommes. Et beaucoup payent le prix, d'autres s'en sont rendus compte, d'autres s'en remettent, etc. Chacun a sa trajectoire. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui restent dans ce mode de vie qui va à l'encontre de l'être humain naturel, forcément se déconnectent de lui-même. Il peut continuer à vivre, continuer à survivre et deviendra certainement un robot, une machine, en tout cas un être humain amoindri de ses potentialités humaines. Et c'est dommage. C'est pour ça que l'exploration de soi est une aventure extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, et je souhaite à tout le monde de pouvoir consacrer la majeure partie de leur existence à explorer ces sentiers. Ces sentiers inconnus, parfois connus. Donc c'est bien d'explorer l'extérieur, comme ici. Nous sommes à la forêt de Montmorency, toujours. Mais disons que la vraie exploration, la plus intéressante et la plus riche en termes de profondeur d'expérience, c'est toujours l'exploration intérieure. Je viens juste d'arriver au parc de Cassan, qui se trouve à l'Isle-Adam, donc dans le Val d'Oise, près de la forêt de l'Isle-Adam. Donc c'est pas tout à fait la forêt, c'est un parc qui se trouve à l'orée de la forêt. Et il y a un monument intéressant qui est celui-ci. On ne voit pas très bien, je vais m'approcher. C'est ce qu'on appelle le pavillon chinois. Alors c'est un monument historique qui a une histoire assez particulière, qui représente beaucoup l'histoire du lieu. Il est préservé, il a été restauré à 2 reprises et il date environ de la fin du 18e siècle. À l'époque, c'était un des propriétaires du domaine, du lieu, de la ville même, qui... En fait, à l'époque, la Chine était vraiment admirée par l'Occident et on a voulu honorer quelque part la beauté, si je puis dire, et l'esthétique de la culture et de l'architecture chinoise. Donc ici, alors je ne sais pas si on voit bien, on voit que la plateforme, en fait, ce qui a
ce qui est dit, ce qui a fait que ça a été préservé, malgré toute l'histoire autour du lieu, c'est véritablement les pierres. Parce que le haut était fabriqué en bois. Le toit, parce qu'on voit bien le toit ici. Donc il y a 8 côtés. Donc du coup c'est un octogone. Qui, bien sûr, là on le voit, il est joli, mais il a été restauré. Il a passé vraiment beaucoup d'épreuves, notamment la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu pas mal de bombardements dans ce lieu-là, et malgré tout, il a été préservé. Il a été repris par la ville, je crois dans les années 70, dans un état vraiment délabré. Il a été restauré, donc il n'est pas vraiment dans son état original. Derrière, on voit qu'il y a un étang. Donc il n'est pas vraiment dans son état original. Il a été restauré à 2 reprises dans les années 70, ainsi que dans les années, il n'y a pas longtemps, 2007-2008, il a subi une autre restauration du coup par la commune. Et ça fait partie des derniers vestiges, disons, de l'époque où l'on admirait la culture chinoise, ce qui n'est plus vraiment le cas, ou alors on ne l'admire plus du tout pour les mêmes raisons. Et à côté de l'aspect esthétique, il y a aussi l'aspect utilitaire, dans le sens où, si on voit derrière, comme je vous l'ai montré, il y a un petit étang, et je pense que les 2 entrées là, celle-ci et l'autre, de l'autre côté, sont là un petit peu pour réguler, je pense, l'eau stagnante des étangs. Donc c'est un endroit intéressant à voir de par l'historique. J'ai regardé les propriétaires de l'époque, Bergeret, de la famille Bergeret. À l'époque, bien sûr, les personnes aisées, donc qui possédaient des terres, les familles aisées, voyageaient pas mal. Et c'est à la suite, j'ai vu que c'était écrit que c'est à la suite d'un voyage en Italie où il a conçu les plans de cette architecture et par la suite a confié le travail de main-d'œuvre à des professionnels qui ont pu retrouver les éléments qui composent ce pavillon-là. Donc l'Isle-Adam, c'est une ville, elle a été décrétée une des villes les plus agréables ou les plus agréables à vivre, une des villes les plus agréables à vivre en France. Je n'aurais vraiment jamais cru ça, mais en fait c'est dû qu'à l'époque, à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 siècles même pas, les Parisiens aisés venaient retrouver un semblant de verdure et de calme dans cette ville-là. Donc c'est eux un petit peu qui ont forgé l'atmosphère idyllique de cette ville. Et à vrai dire, elle est assez bien entretenue. Là, quand je suis arrivée tout à l'heure, on voit que le centre-ville est assez bien entretenu, que tout est propre. Donc maintenant, je vais continuer ma petite visite. Je pense pas qu'on puisse accéder derrière, parce que tout est fermé. Là, hop, c'est fermé. J'aurais bien voulu voir l'intérieur. En fait, apparemment, l'arrière de l'étang, donc qui compose le parc de Cassan, est une propriété privée. Donc en fait, c'est une sorte de résidence pavillonnaire qui longe en fait l'arrière de l'étang. Donc on a accès à l'avant du parc de Cassan, mais pas à l'arrière. Alors, ce qui peut être intéressant dans le bois de Cassan, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin un peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc sous l'occupation allemande, les Allemands avaient réquisitionné ce bois-là pour en faire un entrepôt d'armes et de munitions pour l'aviation. Donc peu après, il y a eu, lorsque les Allemands ont abandonné les lieux, il y a eu pas mal de bombardements à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944. D'ailleurs, je me demande comment
le pavillon a été préservé. Et du coup, il a été préservé, même s'il a été retrouvé dans un état délabré, mais au final, il a été préservé. Et avant de partir, donc avant de quitter les lieux, les Allemands en fait ont bombardé au maximum tant qu'ils pouvaient. Et je crois, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu qu'il y a certains endroits où on retrouve au fait des traces de ces bombardements d'une part, et des traces de l'entrepôt d'armes et des munitions. Donc je trouve que c'est intéressant, non pas le fait que ça soit un entrepôt d'armes, mais je trouve qu'en termes d'histoire, par exemple pour les enfants ou pour les adolescents, collège, lycée, etc., que de les emmener vraiment dans ces endroits-là pour qu'ils s'intéressent plus à des sujets qui ne sont pas du tout intéressants pour des jeunes de leur âge, et de leur voir, en fait, de leur faire voir plus concrètement l'histoire vivante, c'est-à-dire que au-delà du fait d'être assis et de lire des histoires et d'écouter quelqu'un qui nous raconte des histoires qui nous dépassent, le fait de les faire visiter, de leur faire visiter ce genre d'endroit et de raconter en même temps les faits importants, eh bien forcément on retient plus l'intérêt partagé, l'intérêt vif de la part de ces enfants-là, et donc forcément on mémorise beaucoup plus, et peut-être que l'on crée des intérêts autres pour l'histoire en général. Enfin en tout cas très peu. Dans très peu d'établissements et très peu d'enseignants ont la volonté et les moyens de pouvoir mettre en place ce genre de pédagogie et de méthode. Donc là je rejoins tranquillement la forêt de l'Isle-Adam par un petit chemin secret. Regardez, ici c'est un monument aux morts. Donc on a la symbolique ici, le drapeau français, et aussi, je ne sais pas si on le voit, un grand trou. Je pense qu'ils l'ont gardé pour, vous savez, lors des bombardements, comme je disais, donc en 44, 43, 44, encore plus en 44. Donc ils ont gardé pour se souvenir en fait qu'ici, dans cette forêt et en ce lieu, il y a eu d'innombrables bombardements, bien évidemment partout ailleurs. Et ici donc du coup c'est symbolique, on a gardé une trace de l'histoire qui est visible. Voilà, donc là ça a dû être un trou qui n'a pas été rebouché, de sorte à le garder afin de ne jamais oublier. Donc voilà, d'où l'intérêt des représentations de la mémoire collective, qui est importante pour pouvoir lier les membres de la nation entre elles, et pour ne jamais oublier, et certainement pour ne pas reproduire. Mais bon, pour ne pas reproduire, ça je ne suis pas très sûre, parce que l'être humain a tendance à reproduire. Vous savez, la mémoire collective est très importante pour pouvoir intégrer une identité, pour pouvoir fonctionner ensemble et créer un tronc commun ensemble, et pour pouvoir au fait faire en sorte que ce système fonctionne, cette nation, ce pays fonctionne, ou n'importe quel autre pays. Donc si on ne crée pas une mémoire collective à forte charge émotive, les personnes ne s'identifieront pas à cette nation, et donc ne participeront pas au maintien de cette identité construite, totalement construite.
Voici ici le carrefour du pavillon de Paris. Et derrière moi se trouve justement la route forestière. C'est celle qui rejoint donc la forêt de l'Isle-Adam à la forêt de Carnel. Donc c'est la troisième, une des trois forêts domaniales du Val d'Oise. Et donc la route forestière des Conti, donc à l'époque de l'Isle-Adam appartenait aux seigneurs des Conti. Et du coup, ils empruntaient cette route forestière. Cette route forestière donc passe à travers le rond-point ici et continue aussi tout droit. Et c'est dans cette direction-là que se trouve la forêt de Carnel. Donc c'est une des raisons pour laquelle le nom donné à la plupart des endroits sont symboliques en fait des noms propres qui appartenaient aux seigneurs de l'époque. Bien qu'à l'époque ici, les seigneurs de Conti, au niveau de la forêt de l'Isle-Adam, de Carnel et de Montmorency, elles n'étaient pas séparées, elles appartenaient à plusieurs familles, mais elles n'étaient pas séparées telles qu'elles le sont aujourd'hui. Je voulais vous montrer aussi l'exploitation de bois. C'est ce qu'on appelle l'exploitation durable forestière. Donc ici, hop, c'est pour l'industrie du bois. Je sais pas, je pense que ça doit être des chênes, puisque la majorité des arbres sont composés puisque la grande majorité ici est composée de chênes, de châtaigniers aussi, mais beaucoup de chênes. Voilà. Ça fait partie de l'exploitation durable des forêts. On coupe pour replanter. Du coup, pour la coupe des arbres, en fait, il y a deux types de coupe, ce qu'ils appellent dans l'exploitation forestière. Il y a la coupe d'amélioration et il y a la coupe de régénération. C'est ce qu'ils décrivent. La coupe d'amélioration, en fait, en gros, ils abattent les arbres les plus faibles pour laisser la place, la lumière à ceux qui sont les plus peut-être beaux ou les plus forts. Donc c'est, disons, c'est pas la sélection naturelle, c'est la sélection humaine. Donc c'est l'être humain qui va décider de l'arbre ou des arbres qui vont pouvoir resplendir au détriment des autres. Et la coupe de régénération, quant à elle, c'est la coupe d'arbres qui sont arrivés à maturité. Je ne sais pas ce que c'est qu'un arbre arrivé à maturité, pour pouvoir laisser la place aux plus jeunes. Donc on élimine les vieux, qu'on estime être arrivés à maturité, et on laisse la place aux plus petits plants, donc pour qu'ils aient plus de lumière, et aux plus petits arbres pour que justement ils aient de la place pour grandir. Voilà, donc avant on avait la sélection naturelle, aujourd'hui on a la sélection humaine. Et tout ça, c'est pour le bien des forêts de demain. Sachant que les forêts se sont toujours régénérées seules, même avec les grands aléas, incendies, etc. En même temps, je pense qu'ils essayent de trouver un compromis entre les besoins, par exemple en bois, en ressources naturelles, et garder au maximum, préserver au maximum encore ces lieux-là. Je viens d'arriver à la forêt de l'Isle-Adam. On entend un petit peu le bruit de la départementale à côté, parce qu'elle est bordée de départementales. Donc on entendra moins le bruit quand j'irai explorer plus à l'intérieur. Je trouve qu'elle est plus accessible à vélo justement que la forêt de Montmorency, et elle est beaucoup plus touffue. Et donc par exemple en été, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espace ombragé. Elle est un peu plus isolée, je sais pas, j'ai cette impression par rapport à la forêt de Montmorency. La forêt de l'Isle-Adam est assez vaste, j'aurais pas cru, mais elle a une superficie d'environ 1600 hectares, ce qui est énorme. Bien évidemment, elle est divisée en fait, elle est séparée par des chemins ou carrément des routes, souvent des départementales. Ceci dit,
elle est assez dense, il y a bien évidemment de quoi faire et d'énormes balades, courses, VTT, enfin vraiment, je l'apprécie, elle est très agréable, plus que Montmorency. Alors l'endroit où je me trouve actuellement, normalement c'est un accès interdit parce qu'apparemment il y a des travaux forestiers qui sont en train d'être mis en place, justement pour cette forêt de demain. On est quoi, début septembre, donc les travaux ont commencé ce printemps-là. Ils sont censés être finis à cette période-là, en septembre. Donc je pense qu'ils laissent tranquille les forêts durant l'automne et hiver, qui est vraisemblablement la période de chasse. Et d'ailleurs, ça m'a étonnée parce que j'ai lu qu'il y a aussi l'exercice de la chasse ici. Je ne savais pas. Alors je ne sais pas si c'est je ne sais pas si c'est la chasse justement pour réguler la faune, ou alors c'est monsieur et madame tout le monde qui peut aller chasser. Je ne crois pas, mais sait-on jamais. C'est à peu près la même végétation. Disons que la forêt de Montmorency, et je pense aussi la forêt de Carnel aussi, donc c'est une majorité de chênes, de châtaigniers. Les arbres les plus anciens vont jusqu'à 500 ans à peu près. Et je pense que c'est là où ils considèrent que ces arbres-là sont arrivés à maturité. Je ne sais pas quels sont les critères de maturité, mais je pense que c'est ceux-là qu'ils abattent pour pouvoir créer la forêt de demain avec la coupe de régénération comme ils appellent, où ils abattent les plus vieux arbres pour pouvoir laisser les plants les plus jeunes s'épanouir, avoir plus de lumière, plus d'espace. Donc rendez-vous dans quelques siècles pour voir à quoi ressemblera la forêt de demain. Et dernière chose, en fait, je n'y suis pas passée, mais il y a une chose intéressante à voir ici à l'Isle-Adam, qui est considérée comme un monument historique aussi, au-delà de toute l'exploration de la forêt, ça chacun l'explore comme bon lui semble. Mais si on ne sait pas, il y a un monument historique qui se trouve un peu plus loin, vers le nord-ouest de la forêt, pas très loin justement du pavillon chinois. Il y a ce qu'on appelle la table de Cassan. C'est justement, elle se trouve au niveau du bois de Cassan. C'est une table ronde qui était utilisée symboliquement pour pouvoir présenter le gibier chassé. Bien évidemment, les chasseurs de l'époque, donc c'était jusqu'à aujourd'hui, sangliers, chevreuils, tous les animaux en fait typiques des forêts françaises. Donc on présentait le butin, la chasse, on présentait les fruits de la chasse, le butin, le résultat sur cette table-là. Elle a été assez emblématique justement, je crois que c'était à la fin pareil du XVIIIe siècle. Il y avait plusieurs fêtes à l'effigie des seigneurs et des grandes familles justement qui possédaient ces lieux-là. Je n'y suis pas passée, mais pour ceux qui veulent explorer un petit peu au-delà de la nature aussi, la culture qui s'y imprègne. À tout de suite.
arrivé à la forêt de Carnel, donc la troisième forêt domaniale du Val d'Oise. Étymologiquement, Carnel vient du mot carne qui en celte, en langue celtique, signifie pierre. Donc certainement à l'époque, cela devait être un vivier de ressources naturelles en pierre, donc certainement utile pour les constructions. J'ai quelques endroits intéressants à vous montrer. Hop là. Me voilà enfin donc à la forêt de Carnel. C'est la troisième donc là que j'explore aujourd'hui, la troisième donc forêt du Val d'Oise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le GR1 qui passe. En fait, je crois que la grande boucle de randonnée, le GR1, elle fait tout l'extérieur de l'Île-de-France. Et il y a ce chemin-là qui joint les trois forêts. Le GR1 passe par les trois forêts, donc c'est intéressant et accessible au fait à ceux qui viennent en transport en commun ou autre qu'en voiture. Elle lie plusieurs communes dans le Val d'Oise. Moi, je suis passée par Presles et elle est environ à 200 mètres d'altitude. C'est un des points culminants. Et je l'ai senti. Je suis venue à vélo, je l'ai senti. Bon, c'est pas énorme, c'est accessible, mais c'est un des points culminants. Environ 1000 hectares, donc un peu moins que la forêt que les deux forêts de Montmorency et de l'Isle-Adam. Ce qui est intéressant de voir ici, bien évidemment c'est la forêt à explorer, etc. Mais il y a aussi deux choses en fait liées à l'histoire, comme je dis, il y a la nature et l'histoire et la culture. Deux choses que je voudrais explorer, j'espère que je pourrai le faire. La différence que j'ai remarquée avec la forêt de Montmorency et l'Isle-Adam, surtout la différence avec l'Isle-Adam, c'est qu'elle est plus dense et du coup, au fait, on peut vraiment profiter de toute la forêt sans sans être coupé par des départementales ou des routes. Voilà, ça c'est l'avantage. Pour la forêt de Carnel, il y a une majorité de châtaigniers et de chênes. Des hêtres aussi. Mais disons que c'est une majorité de châtaigniers et de chênes qui est exploitée plus ou moins de la même manière que celle de l'Isle-Adam. Mais comme elle est moins accessible en voiture, pour les autos, je pense que pour l'exploitation forestière, c'est un peu plus délicat. Je vais vous montrer un monument historique. Voilà, le monument historique. Et ce sont plus que des pierres. Oui, ce sont des pierres, mais ce sont plus que de simples pierres. Ces monuments-là, à la base, étaient des monuments funéraires. C'est-à-dire que c'est là où ils enterraient au fait les défunts. Et apparemment, on retrouvait des centaines d'ossements d'êtres humains. Donc à l'époque, c'était quand même assez sophistiqué. Je vais vous montrer une photo. Et au fur et à mesure, en fait, ça a été transformé, puisque à l'époque médiévale, par exemple, c'était une cabane pour les bûcherons. C'est ce que j'ai lu. Et puis au fur et à mesure, elles ont été... il y en a plusieurs dans le Val d'Oise, en Île-de-France bien sûr, mais particulièrement au Val d'Oise. Certaines ont été détruites et abîmées au fil du temps, mais d'autres ont été préservées, souvent grâce à des personnes qui en saisissaient l'importance et la valeur. Finalement, l'être humain, même si on minimise ses connaissances, son savoir, sa conscience de la vie depuis la préhistoire, avait déjà conscience de l'importance de tous ces rituels, notamment autour de la mort, de la protection des défunts. Donc les sépultures, tous ces menhirs,
tous ces vestiges sont le résultat tout de même d'une civilisation, d'une culture. Donc il y a eu, on voit que la manière dont les menhirs sont posés, la manière dont les pierres sont posées ne sont pas anodines. Et elles sont quand même, elles signifient quand même quelque chose. Il y a une symbolique, il y a une recherche et il y a tout de même, il y a aussi des connaissances aussi derrière. On a retrouvé plusieurs de ce genre de monuments dans le Val d'Oise, assez importants et qui ont été préservés malgré tout. Enfin, du moins, ils essayent de préserver. Et celui-ci est particulièrement imposant et particulièrement intéressant parce que dans cette forêt, dans la forêt de Carnel, on voit que la chambre funéraire, donc c'est là où sont enterrés les défunts, la superficie est assez importante. Il est écrit 10 mètres sur 3, donc environ 30 mètres carrés, ce qui n'est pas anodin. Donc tout cela a nécessité une certaine technologie en termes de mise en place, donc des outils, un savoir-faire, une certaine compréhension de l'architecture. Et je suis sûre que l'orientation par rapport aux points cardinaux a aussi une signification. Donc tout à l'heure, en fait, j'avais lu que, j'avais cru que c'était préservé tel quel. Or, ce n'est pas le cas parce que j'ai lu que suite à l'attentat, au fameux attentat, à l'explosion en 1985, il y a beaucoup de parties qui ont été endommagées. Donc, ils ont essayé de restaurer ça, de recoller les morceaux. Donc, ce n'est pas tout à fait l'origine, mais ça a été restauré tant bien que mal. Du mieux qu'il pouvait, de manière à ce qu'il préserve au maximum l'original. Alors ici, on est toujours à la forêt de Carnel et je suis arrivée à l'un des 2 points d'eau qui se trouvent dans la forêt de Carnel. C'est des petits points d'eau, dont celui-ci qui s'appelle le lac Bleu. Le lac Bleu qui est vert. En fait, il n'est pas très grand et la couleur bleue en fait est donnée par rapport à une roche qui se trouve au fond du lac. Et c'est cette roche qui reflétait la couleur bleue. Je pense qu'elle a dû s'atténuer avec le temps, ou alors cela dépend du ciel. Mais aujourd'hui, le ciel est vraiment très dégagé, donc je pense que c'est plutôt le fait qu'elle se soit atténuée avec le temps. On devrait changer le nom du lac. On va l'appeler le lac vert. Les 2 principaux points d'eau de la forêt, qui sont proches l'un de l'autre, sont déjà vraiment très petits, sont vraiment assez petits, mais c'est surtout le fait qu'ici ça représentait d'anciennes carrières d'exploitation principalement de gypse et de marne. Le gypse, c'est un minéral en fait qui est utilisé dans la composition dans l'industrie du plâtre, du ciment, etc. Enfin, vous voyez, je crois que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus exploité. Je pense que ce n'est plus exploité. Cependant, je sais que dans d'autres zones en Île-de-France, il y a toujours des carrières, notamment l'endroit qui s'appelle Carrières-sur-Seine. Et en fait, en y passant, j'ai vu que c'est toujours exploité. Je ne sais pas ce qu'ils y exploitent toujours, mais la zone ici a vraiment été exploitée en termes de minéraux, de roches. Et justement, la marne, c'est une roche composée principalement d'argile et de calcaire, principalement, avec aussi du sable. Et au fait, elle était utilisée dans l'industrie pareil, du ciment et dans la fabrication de céramique, par exemple. Et si on remarque, il y a plusieurs villes et départements et communes avec le nom Marne. Donc Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne. Et justement, Champs-sur-Marne, pourquoi Champs-sur-Marne? C'est parce que la Marne était aussi utilisée dans les champs.
c'était considéré comme un amendement. Et en fait, comme la Marne, cette roche-là a la particularité d'absorber l'humidité, du coup ça avait des caractéristiques qu'on recherchait dans les champs. Je pense que ça évitait le drainage des sols trop important. Donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu les noms des communes, des villes et puis leur histoire, même en Île-de-France. Je dis même en Île-de-France parce que ça ne m'a personnellement jamais trop intéressée. Cette exploitation est principalement due à l'avancée de l'ère industrielle. Donc on avait besoin de ressources, besoin de ressources naturelles et on utilisait ce qui était à disposition. Notamment ici, ça continue toujours puisque la demande est toujours aussi forte dans différentes industries. Alors j'ai fait le tour du petit lac. La promenade est assez agréable. Elle est accessible à tout le monde, aux familles. À vélo aussi, c'est intéressant. Ici, je pense que c'est des restes de déformation du sol dû justement à l'exploitation des roches. Vous voyez ici, hop, c'est juste à côté du lac. Donc on voit que ça a été creusé. Donc à côté du lac bleu, juste à côté, se trouve le deuxième point d'eau, qui est le petit étang. Il est petit, effectivement, à peu près. Je crois même un peu plus petit que le lac bleu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire le petit tour. C'est des promenades agréables pour les enfants, les familles, les vélos aussi, ça va. Bon, mon exploration des forêts domaniales du Val d'Oise arrive à sa fin. Je vais essayer d'arriver avant le coucher du soleil. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Voilà, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. J'en avais visité il y a quelques années, mais jamais fait toute une exploration en si peu de temps. Du coup, je pense que c'est vraiment des endroits intéressants à découvrir à ceux qui sont dans la région ou ceux qui ont des préjugés sur la région, chose que j'avais moi il y a une certaine époque. Et voilà, donc on va dire au revoir à nos petits cavaliers. À bientôt!